Un mois. Un mois où j'ai décidé de tout abandonner pour aller de l'autre côté du monde à la rencontre de l'inconnu. Un mois de parenthèse dans ma vie à m'entraîner avec un objectif ultime, combattre. Et pour la première fois, ça y est, j'y suis. Dans quelques minutes, ce sera à mon tour de monter sur le ring. Et je me demande ce que je fais là, si j'ai pris la bonne décision de venir. Je sais pas ce qui m'attend, je sais pas si je suis prêt, et une question résonne dans ma tête. Est-ce que je serai à la hauteur ou est-ce que je vais me ridiculiser? Qu'est-ce qui va m'arriver? Dans la vie, je suis un peu comme tout le monde, ou presque. Je mène une petite vie tranquille, pas si loin du métro, boulot, dodo, ça a ses bons et ses mauvais côtés. Je suis médecin généraliste et médecin du sport à la Fédération française de MMA, où je médicalise des combats. Si j'en suis arrivé là, c'est parce qu'en parallèle, je pratique la boxe thaïlandaise en amateur. C'est un sport complet qui exige à la fois un bon cardio et du renforcement musculaire. Il est technique et demande d'être psychologiquement prêt à encaisser. Et donc, à la hauteur de l'ingratitude de ce sport est la récompense. Mais je me suis jamais vraiment mis en danger, sauf qu'à force d'encadrer des combattants, une partie de l'appréhension liée au fait de combattre a disparu. Alors l'idée a fait son petit bout de chemin, et un jour, j'ai pris ma décision. J'ai pris une décision, je veux aller boxer cet été en Thaïlande. Je sais pas ce qui va m'arriver, mais je veux tout donner, découvrir des nouvelles choses, et peut-être, j'espère, gagner mon combat. Ok, j'ai pris ma décision et je sens que quelque chose change dans mon état d'esprit. À partir de maintenant, je sais que je vais combattre. Dans quelques mois, je serai sur le ring et il faut absolument que je sois prêt. Alors, je commence ma préparation physique, mais je rencontre rapidement deux problèmes. D'abord, reperdre le poids que j'ai pris pendant la rénovation de mon appartement. Et d'ailleurs, j'explique toutes mes galères de travaux dans une vidéo. Et donc, il faut que je m'affine parce qu'il est hors de question d'arriver en Thaïlande sans être en forme. Du coup, j'arrête la muscu pour me consacrer entièrement au combat. Je fais appel à Balir, mon coach, et il me pousse dans mes retranchements à chaque séance. Résultat, en quelques mois, je suis un peu moins nul. D'ailleurs, j'ai aussi la chance de pouvoir être entraîné par Gérald Mikiara, alias Major Gérald. Et là aussi, on a tout filmé. Pour me préparer à la chaleur thaïlandaise, j'enfile une double épaisseur à l'entraînement malgré l'été qui arrive. Mais pour améliorer mon cardio, en plus des entraînements de boxe, je vais courir, mais ça me mène au deuxième problème. Après seulement quelques minutes de course, une douleur vient me tirailler juste sous la fesse, à l'insertion ischio-jambier. Je la traîne depuis quelques années après avoir fait du soulevé de terre, et depuis tout ce temps, je néglige la blessure. Le problème, c'est qu'en Thaïlande, on dit « no running, no muay thai », alors de nombreux camps poussent leurs athlètes à courir 2 fois par jour. Donc, je ne peux pas ne pas courir, au risque de passer pour un fainéant. Alors, je vais passer une IRM, j'essaye la mésothérapie, et j'enchaîne les séances de kiné. Et un beau jour, c'est l'heure de partir. Après 13 heures de vol, j'atterris enfin à Bangkok. Le taxi m'attend à l'aéroport pour m'emmener directement jusqu'au camp. 3 heures de voiture plus tard, on arrive enfin. Et je découvre ma nouvelle chambre. C'est rustique, mais la climatisation est fonctionnelle. Et franchement, c'est le plus important. En me mettant dans le lit pour essayer de dormir, je rencontre le matelas dur qui va me casser le dos pendant le mois à venir. Mais une fois allongé, je réalise. Je suis au début d'une aventure, à l'autre bout du monde, seul pour vivre ce que j'ai jamais vécu. Je ressens de l'excitation, mais aussi un peu d'appréhension. Qu'est-ce qui m'attend le lendemain? Le lendemain, c'est réveil à 7h pour découvrir la vie à Sitmonchai. Sitmonchai, c'est le camp que j'ai choisi. C'est un camp de boxe thaïlandaise traditionnel et familial, perdu dans la campagne thaïlandaise à 100 km à l'ouest de Bangkok. Le camp est donc loin de toute distraction pour rester concentré sur l'apprentissage de la boxe. Le patron du camp, c'est PA, un des seuls qui parle à peu près anglais. PA gère absolument tout. Il est présent à tous les entraînements pour nous observer et nous voir progresser. L'entraînement commence à 7h, à jeun, avec un entraînement de cardio. Comme tout le monde, je vais courir les premiers jours, mais malheureusement, mon ischio-jambier me rappelle vite à l'ordre. Malgré toute ma rééducation, je n'ai malheureusement pas réussi à enlever les douleurs. Alors avec un peu d'appréhension, je vais demander à PA si je peux remplacer la course par de la corde à sauter et il accepte. Je ressens un gros soulagement parce que je veux vraiment pas passer pour un fainéant. Alors tout le reste du mois, je travaille mon cardio à la corde à sauter. Le problème, c'est que les cordes utilisées en Thaïlande sont très lourdes et détruisent les épaules en temps record. Une fois le cardio terminé, on passe à l'échauffement pour la séance proprement dite à 7h30. On commence par s'échauffer avec notamment du shadowboxing, on met les bandes et c'est parti pour commencer le cœur de l'entraînement, les PAO.
Les PAO, c'est le moment privilégié pour travailler la technique en étant corrigé à chaque mauvais mouvement grâce à l'entraînement en seul à seul avec les entraîneurs qu'on appelle crew en thaïlandais. Les crews ne parlent presque pas anglais, mais on réussit quand même à se faire comprendre grâce au langage des signes. On répète encore et encore pendant 4 à 6 rounds de 3 minutes chacun avec 1 minute de récupération entre les rounds. Les crews m'emmènent dans le rouge. Et parfois, ils respectent pas vraiment la durée et vont faire tous les rounds sans pause. Une fois les PAO terminés, on enchaîne avec du travail au sac de frappe en libre. Souvent, les crews viennent nous corriger, voire nous reprennent carrément au PAO quelques rounds supplémentaires. Lorsqu'il me reste un tout petit peu d'énergie, j'essaye de finir les entraînements par une série de tractions et une série de développés couchés. À chaque instant, à chaque round, à chaque coup, j'essaye de donner le meilleur de moi-même. Et franchement, au début, je suis satisfait du résultat de ma préparation physique. Je me suis vraiment bien préparé sur le plan physique. J'ai pas encore du tout évidemment toute la fatigue qui va s'accumuler au cours du mois, mais pour l'instant l'intensité des entraînements est quand même beaucoup moins dure que la préparation que j'ai faite en termes d'intensité. C'est surtout des entraînements techniques et sur le plan cardio je suis OP pour l'instant en tout cas. Voilà, évidemment il ne faut pas parler trop vite, il faut attendre de voir comment va se dérouler le reste du mois. Mais pour l'instant, en tout cas, ça va, je suis rassuré. La chaleur monte rapidement dès le matin. Du coup, on sue à grosses gouttes. Le problème de la sueur, c'est que la déshydratation s'accompagne d'une perte de minéraux. Donc boire de l'eau pure dilue les minéraux restants, ce qui peut entraîner un certain nombre de problèmes. Alors pour compenser, c'est direction le 7-Eleven, cette chaîne de supérettes emblématique de la Thaïlande, pour recharger en minéraux grâce au sachet d'électrolytes qu'on dilue dans l'eau à tous les entraînements. Vers 9h30, l'entraînement se termine. J'enchaîne directement avec une routine de récupération. Je m'étire et j'apporte un soin particulier au massage avec un rouleau et un pistolet. À 10h, on mange le premier repas de la journée. Il est préparé par les femmes du camp et se compose d'une base de riz et d'une source de protéines, souvent du poulet, accompagné de légumes variés. Et c'est excellent. Chaque repas est un délice pour la bouche. Au passage, l'eau du robinet n'est pas potable. Pour boire, on doit se servir dans de grands bidons d'eau. Après la fin du repas, on a quartier libre jusqu'au deuxième entraînement de la journée. Et volontairement, pour ce mois, je décide de diminuer le travail personnel quotidien. Je travaille 30 petites minutes par jour pour un examen de diplôme universitaire et c'est tout. J'essaye d'en faire un par an et cette année, c'est la phytoaromathérapie, le soin par les plantes et les huiles essentielles. Et j'ai mon examen dans la nuit dans quelques jours. Il est 22h30. Je devrais être en train de dormir. Et à la place, je suis en train de faire mon examen de phytoaromathérapie, les plantes et les huiles essentielles. C'est jusqu'à minuit. Voilà, c'est comme ça. Le reste du temps, je me repose. Je lis, je médite et chose exceptionnelle, je regarde des séries. Et tu sais quoi ? Ça fait beaucoup de bien de couper avec l'empressement du quotidien. Ici, j'ai aucune responsabilité. J'ai pas besoin de faire les courses, faire à manger, faire la vaisselle, travailler, payer les factures. Je suis à nouveau comme un enfant avec beaucoup moins de charge mentale et franchement, ça fait un bien fou. De temps en temps, aux alentours de midi, un marchand vient au camp pour vendre ses fruits. Parfois, c'est un vendeur de glace. Et pour signaler, il sonne une cloche qu'on entend depuis la chambre. Alors on accourt comme des poules pour le grain. Souvent, avec les gars du camp, on va aussi se prendre un délicieux smoothie protéiné dans un magasin situé à seulement 5 minutes du camp. Mais sur la route, il faut faire attention aux meutes de chiens sauvages. Alors pour les éviter, je vais de l'autre côté de la route, dans les champs. Mais il faut alors être vigilant aux serpents dans les forêts. La Thaïlande est remplie d'animaux exotiques qui n'hésitent pas à venir visiter la chambre. Oh my god. Oh my god. Et puis, la chaleur monte. Peu après midi, chacun retourne dans sa chambre. D'ailleurs, voici la localisation de ma chambre dans le camp. L'immersion est totale. Vers 13h, je fais une sieste, en général de 30 à 45 minutes, sans réveil. Certains dans le camp arrivent à faire 2 à 3 heures de sieste, mais j'en suis incapable. Et à 15h30, on commence le deuxième entraînement. Cette fois, la chaleur est suffocante. Quand je sors de ma chambre climatisée, la différence avec la température extérieure est énorme et la transpiration presque instantanée. Avec une telle chaleur, on ne commence pas cette séance par du cardio, parce que courir 20 km par jour, c'est pas la tasse de thé de Pierre. Ils préfèrent qu'on reste concentré sur les PAO, et je me rends rapidement compte qu'à Sitmonchai, le rapport entre l'apprentissage et l'épuisement physique est vraiment bien géré. On commence donc directement par les PAO. Puis on enchaîne sur le sac de frappe, comme le matin. Ensuite, on fait des sparring. Les sparring, c'est les assauts où on met en application tout ce qu'on a appris, ou en tout cas on essaye, parce que la majorité des sparring se fait avec les crews,
Et même s'ils nous laissent travailler, leur niveau est stratosphérique. Après le sparring, on passe au clinch, c'est-à-dire au corps à corps. Et cette partie est la plus technique de toute la boxe thaïlandaise. Et comme je suis pas bon dedans, je tombe encore et encore. Mais avec le temps, je finis par apprendre quelques techniques. Les entraîneurs sont bienveillants et rient sans arrêt, ce qui rend les entraînements très agréables, même s'ils sont difficiles, notamment celui de l'après-midi, plus riche que l'entraînement du matin. J'apprends à boxer en étant détendu. Chaque séance, j'essaye de me décrisper et petit à petit, la différence est de plus en plus flagrante. À chaque jour, à chaque entraînement, je sens une différence, minuscule à chaque fois, mais bien présente. Alors, malgré la fatigue qui s'installe jour après jour, je ne lâche rien parce que je sais qu'à la fin du mois, j'ai un combat qui m'attend et que chaque effort compte pour espérer gagner. À 17h30, on finit le deuxième entraînement. Comme pour le matin, j'enchaîne sur ma routine de récupération avec les étirements et les massages. Parfois, on conclut la journée d'entraînement par des bains glacés pour calmer l'inflammation liée aux petits traumatismes qui se succèdent au cours des entraînements. Alors, les bénéfices de la cryothérapie immédiatement après l'entraînement sont controversés, mais je sens malgré tout que le froid a un effet antalgique sur mes douleurs. Alors je choisis de le faire quand même, notamment à mesure que la date de mon combat se rapproche. Au passage, il y a aussi une masseuse dans le camp. Et donc, je me fais masser 2 fois par semaine. Sauf que c'est tout sauf de la détente. Pendant 1 heure, c'est le martyre. La masseuse casse toutes mes tensions corporelles, parfois au prix de grosses douleurs. À 18h, on va manger le deuxième et dernier repas de la journée qui a le même type de composition que celui du matin. Avec l'augmentation drastique de ma charge d'entraînement, je mange le double de ma ration habituelle. Et pourtant, au bout de seulement 10 jours, j'ai déjà perdu presque 2 kilos. Le soir, on chill avec les gars du camp. Tout tourne autour du Muay Thai. On s'entraîne Muay Thai, on mange Muay Thai, on regarde Muay Thai. L'ambiance dans le camp est excellente et franchement, on rigole bien. Journal, open it. Avec quoi il joue? Regardez ce qu'il dit. It's working. Well done. 2 fois par semaine, on va au marché de nuit. D'ailleurs, un soir, j'essaye un plat local. Okay. Not bad. Not bad. Not bad. Alright, done. À 22h et parfois même avant, je vais me coucher et j'ai 9 heures d'un sommeil d'excellente qualité qui me fait me réveiller frais et dispo. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, je te livre toutes mes techniques game changer pour améliorer ton sommeil. Alors abonne-toi. Le lendemain, rebelote. Je me lève à 7h, je fais de la corde, j'enchaîne au PAO, puis au sac. On mange, on chill, on fait la sieste et on enchaîne sur le deuxième entraînement, puis on termine avec un bain glacé. Et on mange à nouveau et les jours s'enchaînent comme ça. Au total, ça fait 3 à 4 heures d'entraînement par jour, 6 jours sur 7. Et là où je me sentais frais au début, je commence rapidement à déchanter. Ok, je retire ce que j'ai dit. Les entraînements sont vraiment durs. J'ai fait des siestes de 30 minutes jusqu'à maintenant et je pense que je vais passer à plus. On va voir combien parce que là, ça fait 1 semaine et demie, je sens déjà la fatigue qui commence à arriver. Mais c'est pas grave, malgré la fatigue, je continue de donner tout ce que j'ai. Chaque camp a son style de combat et la spécialité de Sitmonchai, c'est les jambes. Du coup, à force de frapper, je commence à avoir mal au tibia après seulement quelques jours sur place. J'avais pourtant tout fait pour les endurcir avant de partir, mais c'était pas suffisant. Ils commencent à devenir rouges et puis la zone de frappe commence même à perdre ses poils. Et au bout d'un moment, je suis obligé de mettre les protèges tibia pour pouvoir continuer à m'entraîner. Et là où tout commençait bien, les galères s'enchaînent les unes après les autres. Je viens de me tordre le doigt de pied à l'entraînement. J'arrive plus à marcher dessus. Je peux absolument plus appuyer le pied au sol. Et là, je me fais mon propre diagnostic, entorse du ligament collatéral latéral de l'hallux droit. Bon, ça tombe bien, je suis médecin du sport, alors j'ai pu m'auto-rééduquer. Et voilà ce que tu peux faire avec les moyens du bord si une galère du genre t'arrive. Une entorse, c'est la lésion d'un ligament, et les ligaments, ça sert à stabiliser une articulation. Celui que je me suis abîmé, c'est le ligament qui maintient sur le côté le premier métatarsien avec la première phalange du gros orteil, l'hallux. Du coup, il faut mettre de la glace pour limiter l'œdème. Ensuite, il faut strapper. Le strapping sert à éviter les mouvements sur le côté pour permettre au ligament de cicatriser. On n'empêche pas la flexion ni l'extension puisqu'on veut juste limiter les mouvements sur le côté.
Du coup, il faut mettre 1 ou 2 compresses entre les doigts de pied pour les maintenir dans leur axe, puis mettre un gros bandage au niveau de l'articulation qu'on veut immobiliser en prenant le doigt juste à côté. On appelle ça une syndactylie. Ensuite, pour éviter l'enraidissement lié à l'immobilisation, il faut bouger son doigt de pied. Alors je fais des mouvements passifs et actifs de flexion-extension le matin et le soir au moment où je change le bandage et le reste du temps, j'y touche pas. Enfin, il faut éviter de marcher dessus. Du coup, je marche en esquivant l'appui sur mon orteil. Selon le grade de la lésion, j'en ai pour au moins 3 semaines d'immobilisation. Donc là, t'imagines le coup au moral que je prends, étant donné que je reste 1 mois sur place au total. Je sais très bien ce qui peut m'arriver si je cherche à passer outre la douleur et donc je ne peux pas réfléchir autrement qu'en considérant les complications. Le problème, c'est que j'ai une échéance. Dans 2 semaines, je combats, mais j'ai mal au tibia et je peux plus poser mon doigt de pied au sol. Donc j'arrête les jambes pour me concentrer sur la boxe anglaise. Et pendant 10 jours, je frappe qu'avec les poings pour laisser reposer les jambes. Alors je frappe encore et encore. Et devine quoi, j'ai à nouveau des douleurs qui apparaissent, cette fois au niveau des poings. Encore une fois, je m'auto-diagnostique. J'ai un boxer knuckle. C'est une lésion des bandelettes qui maintiennent les tendons extenseurs qui passent au niveau des métacarpes. Et ces bandelettes peuvent se rompre, ce qui entraîne une luxation du tendon extenseur à la flexion des métacarpes, comme tu peux le voir chez un des gars du camp. Bon, j'essaye de voir le bon côté des choses. J'ai un boxer knuckle des 2 côtés, mais au niveau du 5e métacarpien. Ça me permet de constater que je frappe pas au bon endroit. Et à quelque chose malheur est bon, ça me permet de rectifier pour que ma zone de frappe soit au niveau du 3e métacarpien. Pour lutter contre les douleurs, je mets de la glace et de la crème antalgique. Puis j'achète des éponges que je coupe et que je mets sous les bandes pour faire un rembourrage. Ça marche un peu au début, mais rapidement, ça change plus rien. À cause de ça, je suis obligé de frapper doucement au pao et au sac. Mais comment je suis censé travailler ma puissance si je peux pas frapper fort? Je dois frapper fort à l'entraînement pour frapper fort le jour du combat. Je le sais, alors le moral chute et le doute s'installe. J'ai mal toujours au pied. J'ai mal aux 2 poignets. J'ai mal à tout le point, là où on frappe, des 2 côtés. J'ai mal au coude. Je suis résigné et je peux plus m'entraîner. Pourtant, dans 1 semaine et demie, j'ai mon combat et je sais pas quoi faire. Alors je réfléchis. Mon objectif est d'arriver au combat sans douleur ou avec le moins de douleur possible. Et comme il n'y a pas 50 solutions, je sais qu'il faut que je m'arrête. Alors je décide de prendre un break. Mais je sais que quelque part en Thaïlande, quelqu'un s'entraîne pour me battre. Alors je décide de m'arrêter 4 jours. C'est pas beaucoup, c'est même pas assez, mais c'est tout ce que je peux me permettre. Et pour mettre ces jours à profit, je décide d'aller découvrir la capitale thaïlandaise, Bangkok. Quatre jours plus tard, je suis de retour dans le camp et dans moins d'1 semaine, je combats. Je mets les éponges sous mes bandes, je strappe mes pieds, j'enfile mes protèges tibia et c'est reparti. Les douleurs sont toujours présentes mais moins intenses. Évidemment, 4 jours d'arrêt, c'était pas suffisant, mais c'est mieux que rien. Alors je continue l'entraînement en frappant moins fort pour ne pas augmenter de nouveau les dégâts. J'essaye d'être intelligent mais sans excuse. Chaque jour, je continue de sentir que je progresse. Je me sens plus à l'aise sur les appuis, plus logique dans les enchaînements et plus confiant dans le clinch. On est en Thaïlande, dans le pays de la boxe thaï, et je vais affronter un Thaï. Pie vient de me le dire. Avant de m'autoriser à combattre, il voulait d'abord voir mon niveau et ma progression. À Sitmonchai, on nous envoie pas à la mort contre un champion, mais on nous donne pas un combat facile non plus. Pie m'a dit que c'est 50-50. 50% de chance de gagner, 50% de chance de perdre.
On est à 5 jours du combat et j'ai un adversaire. Il aurait 2 combats, dont une victoire et une défaite. Alors au camp, les gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi m'ont dit qu'il ne fallait pas chercher à tout prix à gagner. Il fallait plutôt se concentrer sur le fait de pouvoir apprécier l'expérience du combat pour avoir envie de le refaire après, et gagner ou perdre, c'est pas important. Plus on en apprend dans un domaine et plus on sent qu'on est véritablement ignorant. Il y a tellement de choses où je vois que ça va pas. Je sens que mon cardio il est pas au top de ce qu'il pourrait être. J'ai l'impression qu'au niveau de la technique, il n'y a rien qui va, alors que je fais que m'améliorer. Je veux faire honneur au camp et je veux pas décevoir mes coachs. J'ai un peu peur, je sais pas ce qui va m'arriver. En tant que médecin du sport, j'ai vu tellement de traumatismes au cours des combats que je n'arrive pas à ignorer les risques. Et du coup, le doute s'installe comme un poison. Est-ce que je serai prêt? Est-ce que je vais perdre mes moyens une fois sur le ring? Mais petit à petit, j'accepte tout ce qui pourrait m'arriver. La douleur, le chaos, les blessures. Parce que quoi qu'il arrive, je m'en souviendrai toute ma vie. Alors ma détermination revient parce qu'il est hors de question que je finisse le combat sans me dire que j'aurais pu faire mieux. Et donc, je m'interdis de descendre du ring sans avoir donné 100% de mes capacités. Et le jour J est arrivé. Ok, il est 17h, je sens la pression qui monte. C'est une bonne pression, ça m'apporte je pense un peu d'adrénaline qui me permettra de moins sentir la douleur lors du combat. J'ai pas vraiment peur, j'ai plutôt de l'excitation, j'ai hâte que ça commence. Je sais pas comment je vais réagir au coup. Avant de me confronter à l'autre, je me confronte à moi-même. Voilà, j'ai hâte d'en apprendre plus sur moi à travers ce combat. Dans tous les cas, je vais essayer de donner tout ce que j'ai, à la fois sur le plan physique, mais sur le plan psychologique, de ne pas paniquer, de ne pas laisser l'instinct primaire prendre le dessus sur la technique que j'ai acquise au cours de cet entraînement. J'ai été le plus sérieux possible pendant l'entraînement, j'ai donné à chaque fois 100% de ce que j'avais. J'ai jamais été aussi près qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'à. C'est parti. Bah voilà, c'est fait, le combat est passé. Il y a eu un changement d'adversaire à la dernière minute. Je devais combattre un adversaire qui faisait 58 kilos pour 2 combats dont une défaite. Et j'arrive et il y a un gars qui avait 5 combats dont 4 victoires. Et le propriétaire du camp n'a pas voulu que je combatte parce qu'il disait que c'était trop compliqué. Et donc on a changé d'adversaire. Il y en a trouvé un autre gars qui au début n'a pas voulu combattre et qui finalement a accepté. Alors apparemment il avait 19 ans, mais les Thaïlandais ils font vraiment jeunes. Il avait l'air d'avoir 15-16 ans. Quand j'ai vu le gars hésiter, je me suis dit, c'est lui ou moi, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas de prise de sang, il n'y a pas de check médical comme on pourrait le faire en France. Il n'y a même pas de pesée, changement d'adversaire à la dernière minute, tout était autorisé. Il n'y a pas de protection et droit au coude. Je suis arrivé dans le ring et là je suis passé en mode sang-froid. J'avais plus de pression,
plus rien. J'ai fait le Wat Crew, c'est cette espèce de danse traditionnelle. J'ai rejoint mon adversaire et l'arbitre qui nous a expliqué les règles en thaïlandais. J'ai rien compris, mais j'ai dit oui. Et c'est parti. Et pendant le combat, j'ai réussi quand même à garder mon sang-froid, avoir le contrôle de ma respiration et je pense avoir réussi à rester relativement détendu et pas être trop crispé. Et les entraîneurs qui étaient dans mon coin m'avaient dit avant, essaye vraiment de nous écouter. Du point de vue extérieur, on verra des informations que toi tu verras pas forcément. Et à un moment, je les entends dire low kick, low kick, low kick. Et là, je m'avançais vers lui, je m'arrête pour qu'il ravance. Et là, je lui envoie un low kick intérieur qui passe parfaitement. Ça le déstabilise, il essaye de m'en renvoyer un. Et à partir de là, je lui envoie l'orage. La technique est vraiment mauvaise, mais les coups, ils rentrent. Ça l'impressionne, il baisse la garde, il baisse le regard, il recule. Et là, sans réfléchir, bah, je lui envoie un gros coude. Et là, c'est KO instantané. Et finalement, le combat n'a duré que 49 secondes. Et j'ai pris au final aucun coup. Alors on m'avait dit que j'aurais pas mal, mais je ne m'attendais pas à ne rien ressentir parce que je n'ai absolument rien ressenti. Quand j'envoie mon coude, j'ai eu l'impression de l'envoyer dans l'air. Et je me suis rendu compte après coup que ma vision, malgré tout, à cause de l'adrénaline, avait baissé comme des œillères. Je ne voyais plus que mon adversaire et plus rien d'autre. Mais deux choses. Premièrement, je reste un petit peu sur ma faim. J'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps pour pouvoir vraiment apprendre à me découvrir. En se confrontant à l'autre, on se confronte avant tout à soi-même. Je voulais un petit peu en apprendre plus sur moi-même. Comment je réagis sous la douleur, comment je réagis dans la pression. Et ça, je ne le sais pas puisque j'ai eu rapidement l'avantage. Et la deuxième chose, j'ai pas du tout aimé en fait mettre le KO. Il a mis du temps à récupérer. Je suis allé le voir pour le remercier, pour m'excuser également. Et en fait, j'ai eu l'impression de tabasser un gamin. Même s'il a accepté le combat, même si c'est dans un contexte sportif, il y a un moment où il y a quelqu'un qui s'est ramassé un gros coude. Je pense que si le combat avait été un peu plus long, si j'avais reçu des coups et que c'était finalement un peu plus équilibré en termes d'échange, j'aurais pas eu le même ressenti. La bonne chose là-dedans, c'est que du coup, ça m'incite à retenter l'expérience. En tout cas, de bout en bout, ça a été une expérience incroyable et je suis vraiment heureux d'avoir pu le faire. Et j'encourage tout le monde à tenter ça au moins une fois dans sa vie parce que c'est vraiment incroyable. Quelle aventure! Tu sais, j'ai hésité à m'embarquer dans ce voyage. À 30 ans passés, je me disais, peut-être que c'est une excentricité de vouloir faire ça. À 20 ans, pourquoi pas? Mais à 30 ans, t'as ta vie, tes habitudes, ta routine. Et puis, il y a ce que t'es, ton identité. Moi, je suis médecin, et puis voilà. Mais bon, évidemment, c'est des pensées limitantes. La vérité, c'est que tu peux être qui tu veux, quand tu veux, à condition de te donner les moyens. C'est jamais trop tard. Et c'est exactement ce que j'ai appris au cours de ce voyage. C'est juste une question d'identité. Pourquoi est-ce que tu pourrais pas devenir une version plus complète de toi-même? Alors attention, on a tous des rêves de grandeur et parfois on se laisse prendre par l'ego. Et justement, l'un des intérêts des sports de combat, c'est que ça te rend humble. Parce que tu rencontreras toujours meilleur que toi. Et dans ce sport, le rappel peut vite faire mal. Et donc, j'ai toujours rencontré la même attitude chez les boxeurs. Ce mélange de confiance en soi par la maîtrise de ton corps, de calme parce que tu sais que c'est toi qui gères, mais aussi d'humilité parce que tu connais ta place dans l'univers. J'ai aussi appris que quand tu t'investis dans un domaine, il n'y a que des intérêts à aller au bout des choses. Il n'y a rien de pire que de s'investir sans pouvoir sublimer ses efforts par la récompense uniquement permise grâce au fait d'aller au bout des choses. Les sensations quand j'ai gagné mon combat étaient incroyables, indescriptibles. Cette sensation de soulagement parce que l'échéance était passée, cette sensation de fierté personnelle d'être allé jusque-là et d'avoir honoré mes coachs. Alors je sais, pour les combattants, combattre c'est normal, mais pour les gens lambda, c'est pas du tout normal. Surtout à l'heure actuelle, dans la société moderne, où on veut surtout pas sortir de sa zone de confort, à l'ère numérique où on a la tête vissée sur le téléphone portable et où on est en déconnexion complète avec son corps, et où donc on cherche à tout prix à éviter toute douleur physique. Cette expérience m'a aussi permis de constater quelque chose peut-être un peu bête, peut-être évidente, je sais pas. C'est que je vieillis. J'ai à peu près les mêmes performances qu'à 20 ans, mais la grosse différence, c'est la blessure. Là où je voyais au camp les gars de 20 ans vaillamment continuer l'entraînement jour après jour, moi, j'ai été obligé de m'arrêter à cause de blessures. Et même en rentrant, j'ai trimballé pendant des mois une périostite tibiale à cause de cette aventure. Mais dans la vie, il y a toujours un prix à payer pour tout. Et j'aime à penser que peut-être, si j'y étais pas allé, j'aurais payé différemment le prix d'une certaine lâcheté. Peut-être. Et puis enfin, quand tu voyages, tu vois d'autres manières de vivre, d'autres cultures, tu fais des rencontres. C'est enrichissant pour l'âme. Bref, je t'encourage vivement à essayer une expérience du genre.
tu pourras en ressortir que plus grand. Voilà, je te laisse là, le combat continue. Ciao.